Champagne by Fernand. Le nom de ce domaine a immédiatement résonné en moi. Mon grand-père s'appelait Fernand, comme celui de Vanessa. Il vivait en Champagne et c'est lui qui m'a fait goûter le vin des rois pour la première fois. Reprendre les vignes? J'avais dit jamais. Ici, on est en Champagne. Tout le monde, depuis des générations, est en lien avec l'univers viticole. Dans la famille, on a été tonnelier, sommelier, récoltant manipulant, salarié viticole. Au cours de la Première Guerre mondiale, Eugène, mon arrière-grand-père, fut prisonnier en 1915. Il travaillait la vigne. En Allemagne, il a appris à travailler le vin. Pendant l'occupation, il fut à nouveau fait prisonnier. Il devait ouvrir des bouteilles de champagne aux officiers allemands. Après la guerre, nous sommes devenus vignerons. C'était le rêve de mon père, un passionné absolu de la vigne et du champagne. Pourquoi j'avais dit jamais? Pour plusieurs choses. Parce que c'est un travail très dur, très physique. Parce que étant petite, on m'a peut-être trop forcée à y aller. Voilà, plutôt que le mercredi d'aller jouer avec les copains, il fallait aller aux vignes. Pendant les vacances, il fallait aller aux vignes. Et en fait, j'ai pas non plus beaucoup vu mon père ou même mes parents pendant certaines périodes de travail de la vigne. C'est mes grands-parents qui me gardaient d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que tout ça, pour moi, la vigne, c'était une contrainte en fait. Oh ben, la dernière fois de Chardonnay, c'est la gelée de 2017, il n'y a pas plu. Hein. Ça n'a vraiment pas plu. Hein. Vanessa, ça fait 11 ans. 2009, ça fait 11 ans. Et c'était un autre au travail commun qu'on avait en fait. Je ne savais même pas qu'elle avait des vignes quand je l'ai rencontrée. Je ne savais même pas que ses parents faisaient du champagne. C'était pas quelque chose où elle s'est penchée beaucoup non plus. Les champagnes de ses parents, c'est Momie Chapier. Et quand je suis allé présenter Vanessa à mes parents, donc on a mangé tranquille, impeccable, c'est bien passé. Et puis au final, comme d'habitude, ma mère sort une bouteille de champagne à la fin du repas. Elle va dans la cave, elle revient de la cave avec une bouteille de champagne Momie Chapier. Mais non. Si, c'est vrai. Ça, c'est drôle. On était tous les deux sur le cul, hein, excusez-moi l'expression. Mais... Mon père, il a repris, en fait, il a toujours travaillé dans les vignes depuis qu'il a 14 ans. Donc il a été chez un patron. Et ensuite, il a voulu se lancer et créer sa propre marque de champagne. Donc il est vigneron depuis très longtemps et la marque de champagne existe depuis 1978, donc un petit peu avant que je naisse. Ça a toujours été le rêve de mes parents de faire leur propre production de bouteilles. À l'âge de 7-8 ans, j'étais toujours avec mon père, dans les vignes chez Chandon, puis dans les vignes à lui aussi. Les parents allaient aux vignes, il fallait qu'on allait avec eux. Hein. Il n'y avait pas de maternelle, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait rien. Mon père, Fernand, il était chez Chandon pendant 39 ans. Et il faisait les vignes chez Chandon, il faisait 16 heures sa semaine, et il faisait 1,5 hectare à lui en propre le samedi et le dimanche. Et il a commencé à acheter des vignes, il n'avait pas de sous. Les plus riches avaient des chevaux, et les autres, ils avaient la pompe à d'eau ou la raclette, hein, c'était ça. Et mon père, comme c'était un petit nervaillon qui était très courageux, et il prenait la pompe à d'eau, puis il allait sulfater pour Pierre Paul Jacques, et les gens n'avaient pas de sous pour le payer, donc il payait avec des terres à vigne, pas des vignes, hein, des terres à vigne, qu'il a plantées après. Il arrivait à acquérir 1,5 hectare de vignes comme ça. Elle a toujours dit qu'elle ne reprendrait pas l'exploitation, pas de souci là-dessus. Et puis un jour, ça s'est passé tout simplement, on était en vacances. C'est là que Xavier a lancé « Et si on reprenait l'exploitation de tes parents ?» Moi, ma première réaction, ça a été de dire « Mais non, mais j'aime pas les vignes, donc non !» Puis après, en fait, tout en marchant et tout en réfléchissant, il a monté comme une excitation et de me dire « Mais en fait, pourquoi pas ?» Et puis, c'est peut-être le moment et c'était surtout aussi la personne avec qui j'aurais pu le faire. Parce qu'avec lui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Avec lui, tout est possible en fait, il y a toujours une solution et j'ai beaucoup confiance en lui et je me suis dit mais pourquoi pas, si on est deux à le faire, ça peut le faire. Ouais. Quand il a un but, il va tout droit et comme un extra brut, il est à la première gorgée, bam, c'est tout de suite quoi. Tu verrais là-haut le chardonnay, comment il est bien en cordon.
Alors, tu vois la différence entre le dernier plant, celui-là qui a 5 ans, et celui-là qui a, Ah mais tu qui a m'étonnes 3 comment ans. il a poussé. T'as vu le pinot blanc? Un truc de dingue. Regarde. Regarde le nombre de raisins qu'il y a là-dessus. Pour l'histoire, avant qu'on reprenne, mon père avait décidé de tout remettre en chardonnay en fait. Ici c'était que du pinot noir. Et nous au final ça nous convenait pas. Pourquoi? C'est pas une terre à chardonnay ici. Et il s'est passé que ces 15 derniers arbres arrachés ont gelé. Et on s'est dit c'est peut-être le moment, allez ça a gelé, autant tout enlever et puis on va remettre quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on veut tester. Et c'est là qu'on a décidé de remettre des pinots blancs. J'adore cette démarche de se dire allez, on va faire du champagne probablement en monocépage pinot blanc, c'est ça l'idée? Peut-être en assemblage aussi, mais le but premier c'est ça, c'est d'essayer de proposer un pinot blanc. Un cépage oublié comme on dit. Voilà. Et c'est pas fini. Vanessa va vous dire ce qu'on va faire l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Et Du coup, on continue dans cette lancée. On continue dans les conneries. Deuxième cépage oublié, on va replanter des petits méliers. Ça fait partie des 7 cépages autorisés. C'est ça, Donc vous pourrez quand même être en appellation champagne. bien sûr. Voilà. De toute façon, on a le droit que de planter des cépages. Champenois. Sur les 35 000 hectares, il y a à peine 1% de. C'est moins d'1% De de cépages cépages oubliés. oubliés. Je savais pas vraiment toutes les techniques, toutes les manières. Je regardais ça vraiment de loin. Il a fallu se former. Mais Xavier faisait les vendanges chez mes parents depuis 6 ans déjà. Donc il avait déjà appris beaucoup auprès de mon père. Donc il était au pressoir. Donc il a appris à manipuler le presseur très rapidement. Mon père lui a appris à gérer la cuverie tout seul pendant la vendange assez rapidement. Ma mère m'a montré tout ce qu'il y avait à faire au niveau administratif. Mon père a montré tout ce qu'il y avait à faire à Xavier. Et puis petit à petit, on commence à comprendre des choses, à vouloir les faire tout seul. Et c'est là que ça devient compliqué en fait. Au début, ça a été compliqué parce qu'en fait, on travaillait chez les parents de Vanessa. Et donc, il fallait aller là-bas, il fallait travailler là-bas. Puis après, on revenait ici. Ça a été source de conflit plus d'une fois parce que pas du tout. Il y a un choc culturel extraordinaire. Et puis, on n'arrivait pas à trouver le bon compromis. De toute façon, il n'y avait pas de bon compromis. On travaillait chez mon beau-père, il fallait respecter les règles du beau-père, en fait. Mais ce n'était pas du tout ce qui était prévu dans le contrat. Si on reprenait, il fallait quand même qu'on ait un peu les mains plus libres. Au départ, on n'était pas d'accord. Hein. De toute façon, maintenant je l'accepte très facilement. Mais c'est pas un conflit, mais si, c'est un peu le conflit des générations. Hein. On pense pas pareil, on fait pas pareil. Bon, au début, j'ai eu des petites frictions aussi. Puis, ce qui me faisait chier, c'est parce que même avec ma fille, des fois, on s'accroche. Puis après, on n'y pense plus. Hein. C'est lui qui a tout créé, donc il laissait un petit peu son bébé aussi. Donc il y a eu un passage assez difficile où il n'acceptait pas nos méthodes de travail ou le fait qu'on n'était pas tout le temps dans les vignes comme lui, il était tout le temps. Il y a toujours une appréhension, mais pour nous, en fait, pour nous protéger, nous. Et ça a été conflictuel jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, on se dise, mais attends, notre comptable nous dise, mais faites un bâtiment, quoi. Externalisez-vous et faites un bâtiment. Et depuis ce jour-là, c'est une horloge. Moi, c'est toute ma vie, c'est pour ça que je suis heureux comme tout que ma fille ait repris, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle s'est décidée, ça fait que 10 ans. Les vignes, il n'y avait pas de souci pour les refiler à quelqu'un. Tout le monde était preneur, même avec un soult. Hein. Mais par contre, j'aurais pas pu aller dans les vignes comme j'y vais maintenant. Ce que je fais là, le gars il m'aurait dit attends, tu m'as filé tes vignes en location, on a un bail de 25 ans, excuse-moi, mais je fais ce que je veux, mais tu ne restes pas dans mes potes. Hein. Ça, c'est le bonheur que j'ai. Mais je le respecte comme si c'était mon père, vu qu'il avait à peu près le même âge. Mais il voit bien qu'on travaille des choses différentes et qu'on ne laisse pas tomber la marque que lui, il a montée depuis 40 ans. Non, il fait confiance, puis Xavier, que ça, c'est un... Il dit pas toujours tout. C'est le seul reproche que je pourrais y faire, c'est qu'il me dit pas toujours ce qu'il veut faire. Il faut que je devine un peu. Enfin, c'est pas méchant. Mais quand il me dit quelque chose, je suis content de ce qu'il va faire ou de ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai commencé là. Enfin, j'étais en stage avant et j'ai commencé avec Pascal en 96. Donc, sorti du service militaire à l'époque, hein, encore. Donc, puis voilà. Du coup, j'ai appris avec lui avec les vieilles méthodes et puis maintenant, il faut évoluer aussi. Ils ont repris, donc moi, j'étais là aussi pour les guider dans ce qu'ils faisaient aussi, pour faire la transition, pour leur apprendre aussi des choses que moi, je savais,
Et après voilà, on a évolué comme ça. C'était bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le pinot blanc? C'est des vacheries à travailler, mais ça permet d'avoir des champagnes complètement différents. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi été abandonnés, ces cépages-là, parce que très dur à travailler. Et aussi pour une histoire de rendement. Trop de rendement? Pas assez. On était à une époque où il fallait, le champagne commençait à prendre de l'ampleur. Il fallait produire de plus en plus, avoir de plus en plus de raisins. Donc on s'est concentré sur les 3 cépages qui rendaient le plus de raisins. Donc aujourd'hui, on a une époque où on préfère vraiment la qualité à la quantité. Et avoir de la quantité, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. La quantité, on l'a. De toute façon, nos vignes sont capables de cracher 20 000 si on veut. Mais ça n'a plus d'intérêt en fait. Donc là, sur ce 1 hectare en tout, il y a chardonnay, pinot blanc. Et au-dessus, pinot noir. On a réussi à sauver une partie des pinots noirs. Ça me tenait à cœur parce que c'est des pinots noirs de 74. Donc ça commence à être une vigne assez vieille et ça donne c'est le blanc de noir, il vient de là. Et vous faites combien de bouteilles du coup sur cette partie-là en blanc de noir, pinot noir? Cette année, on en a tiré 2000. Après, on aura aussi 3 cépages blancs. On aura chardonnay, pinot blanc et petit mélier, qui est aussi un cépage blanc. Pourquoi pas essayer de faire les 3, voir ce que ça donne? Un blanc de blanc avec les 3. Il y a plein de choses à faire en fait. En rajoutant 2 cépages à la gamme, tu remultiplies par je ne sais combien les possibilités de faire des choses en fait. Et la cible pour ça, c'est qui? Des gens qui veulent découvrir encore autre chose, ce que peut faire encore d'autres le champagne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on tourne autour de 3 cépages et c'est dommage puisqu'on en a 7 au total. Donc pourquoi pas essayer les autres aussi? Puisqu'aujourd'hui, on n'a plus ce besoin de rendement, on a plus un besoin de qualité, de renouveau, d'essayer d'autres choses. Donc c'est le moment de s'y mettre. C'est ça aussi qu'on met en avant, c'est qu'on ne fait pas du champagne de père en fils depuis 1830, parce que c'est ce qu'on disait avec Vanessa, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir depuis quand c'est pas bon en fait. Il faut juste savoir à partir de quand ça va être bon. On ne veut pas s'intégrer non plus. Moi je veux pas que Bailly Fernand ça devienne une étiquette anglaise avec 2 noms et voilà, encore une fois depuis des années. Je veux pas qu'on colle à cette image de vieille production en fait. On a 45 ans, on n'a pas 20 ans comme mon beau-père, donc il faut aller vite. Quand tu proposes des choses différentes, les gens aiment bien aussi parce que tu apportes un peu de nouveauté. Bailly Fernand, on attrape beaucoup plus de nouveaux clients qui nous ressemblent aussi et puis qui sont aussi un peu jeunes. Aujourd'hui, on ne parle plus en termes de prestige et millésime, on vient chercher un blanc de noir, on vient chercher un blanc de blanc, on vient chercher un grand cru, que ce soit d'Avis ou d'Ailly, voilà. On n'a peut-être pas les codes que tout le monde a, on n'a peut-être pas la même façon de faire, donc nous on le fait comme nous on le ressent. On fait ce qu'on aime et on est décomplexé, soit on nous suit, soit on ne nous suit pas en fait. On ne va pas s'imposer une tendance, on ne va pas suivre les tendances. Non, il ne faut pas être connaisseur pour boire du champagne, il ne faut pas tout connaître sur le bout des doigts pour boire du champagne. Même nous, on ne connaît encore pas toutes les subtilités du champagne, il y a encore plein de choses à faire. En fait, on sait ce qu'on veut faire à la vendange, on sait ce qu'on veut garder comme cépage, on sait ce qu'on veut garder comme parcelle. Il faut goûter ce qui sort du pressoir en fait. Ouais. On goûte, on sait ce qu'on va avoir en acidité, ce qu'on va avoir en goût. Et si déjà le mou est bon, on sait que le champagne sera normalement pas trop mauvais. Une fois qu'on a nos 2500 litres de jus, on coupe le pressoir, on vide le pressoir et après on pompe le jus de raisin et on le dispatche dans les cuves en fonction de ce qu'on a besoin. Il faut que le vin soit au moins à 13-14 degrés pour que la prise de mousse se fasse. Donc la prise de mousse, c'est l'étape essentielle, c'est là où on met les bulles dans le champagne en fait. Plus ta prise de mousse sera lente,
et plus tu auras des fines bulles. Plus elle sera rapide et plus tu auras de la grosse bulle. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour éviter une prise de mousse trop rapide. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid pour qu'elle arrive à se faire quand même. Comment ça marche? On prend le vin, on met un pourcentage de levure, on rajoute du sucre pour avoir la pression. On met en bouteille et on ferme la bouteille. La technique pour savoir si c'est bon, tu fais ça et tu écoutes. Au bout de 4 fois, tu n'entends plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. Ah ouais, et ça veut dire que c'est bon? C'est la méthode des anciens pour le savoir. Tu disais tout à l'heure, vraiment le vin c'est une matière organique, il faut la respecter en tant que telle, c'est ça, c'est que le moindre toucher que vous allez avoir, même de la vigne, à la vinif, jusqu'au logo du bouchon, a un impact. C'est ça, le fait d'utiliser la pompe pour pomper le vin de telle cuve à telle cuve, ça va enlever des arômes, donc ça à terme on voudrait le supprimer. Le fait de filtrer, c'est pareil, ça on l'a éliminé parce que le fait de l'aérer encore une fois, tu repères des arômes, mais tout ça c'est hyper important et c'est des choses, on veut le laisser dans son état le plus brut, ne rien rajouter et aussi ne rien enlever. Donc il faut qu'on les guide pour qu'ils restent droits, pour que l'année prochaine, quand on taille, on n'ait pas besoin de réfléchir. On coupe et c'est fini. Et c'est en fait le principe du palissage. Ce qu'on appelle le palissage, c'est que tu ranges bien tes brins, tu les mets bien droits, bien les séparer les uns des autres, et mettre une agrafe entre chaque pied. La petite agrafe blanche là. Comme ça permet d'aérer ta vigne, de la ranger. Et puis les brins sont rangés, quand l'enjambeur passe, rien ne casse. Il casse rien en fait. Et il coupe juste ce qui dépasse. Une fois que tes feuilles sont tombées et que tu es prêt à tailler, en fait, tu viens casser ton agrafe en fait. Ah oui, d'accord. C'est marrant parce qu'à vue de nez, ça ressemble à du plastique, mais... Biodégradable. Alors avant, c'était une honte en Champagne d'avoir de l'herbe dans sa vigne. C'était honteux, c'était le vigneron qui s'occupait pas de sa vigne. Maintenant, ça va être le contraire. Et maintenant, c'est le contraire. Celui qui n'a pas d'herbe dans sa vigne, ça veut dire qu'il traite, qu'il met du glyphosate. Et maintenant, le glyphosate va être interdit. Il est temps pour nous vignerons de se dire, bon, bah, faut agir tout de suite parce que dans 5 ans, si on attend 5 ans, on va être à la ramasse. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a beaucoup de choses à adapter. Même la vigne elle-même a besoin d'être adaptée puisqu'elle a eu tellement l'habitude de voir ses produits qu'elle aussi elle a besoin d'un temps d'adaptation. Et la Champagne tend vers ce schéma-là. En 2030, tous les vignerons devront être certifiés viticulture durable en Champagne. Le plus gros truc, c'était de convaincre son père. Ça, c'est fait. Maintenant, ça va... C'est lui qui passe la charrue maintenant. Maintenant, ça va dérouler. Moi, personnellement, je serais encore vigneron, je serais pas en train de faire ça. Hein. J'ai attendu le dernier moment. Mais quelque part, je comprends. Là, vu qu'ils en vendent au Japon, tout ça, ils sont HVE. C'est vrai que c'est porté. On ne peut pas être HVE en faisant toujours de la pollution. Hein. C'est de la pollution qu'on fait. Faut couper l'herbe sans faire de terre. Mais là, comme c'est la première fois, ça fait 30 ans que ça n'a pas été labouré, je vais mettre une lame qui fait un peu de terre, mais après on creuse juste dessus. Si ça part sur le côté, ça arrache la vigne. Là, au milieu, ça arrache le pied. Hein. Ah ouais? Là, ça fait dans le pied, parce qu'on bosse vite, le machin, il sent rien. Et là, ça arrive de temps en temps. Hein. Ouais. Mon père a été profondément touché par le nom de notre marque, by Fernand. Fernand, c'était le prénom de son père, de mon grand-père. Il ne portait pas de couronne, mais un chapeau. Et notre logo reprend ce chapeau et son visage. Oh bah oui, ouais, j'étais heureux comme tout, moi. Qu'elle prend déjà à son grand-père, à mon père, parce que mon père, ça, alors là, on a toujours été... On se disputait, hein. Oh bah ça, mon père, c'était un petit nervaillon, mais 10 minutes après, c'était fini. On ne parlait plus. Puis il était toujours... Moi, j'ai toujours aidé, et quand il était en retraite chez Chandon, à 59 ans, il m'a toujours aidé. Peut-être me dire de plus profiter de mon grand-père, parce que j'en ai vraiment profité que sur la fin. Mon grand-père, c'était quelqu'un de très renfermé. On avait l'impression qu'il était assez rustre, et en fait, c'était quelqu'un de super gentil. Et
Étant petite fille, des fois son grand-père ça peut être impressionnant en fait, des fois. Et c'est quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à discuter avec lui et je me suis rendu compte qu'il était super gentil, on a même commencé à rigoler et il est décédé quelques mois après en fait. C'est peut-être mon seul regret. C'est la première fois que j'en parle et peut-être qu'inconsciemment il y a quelque chose qui a remonté et quand on a voulu créer la marque en fait, ce prénom m'est venu tout de suite. Je suis fière de tout ce qu'il a fait parce que mine de rien, les vignes qu'on a aujourd'hui, c'est en partie grâce à beaucoup de travail de sa part. Il a vraiment travaillé très très dur. Il travaillait le week-end pour pouvoir acquérir ses vignes en fait. Donc c'est comme un héritage et il a beaucoup payé de son corps aussi. Mon grand-père, il avait 74 ans quand il est décédé et physiquement, on voyait qu'il était usé, fatigué en fait. Moi, je suis fière de Xavier, je suis fière de mon père, je suis fière de la manière dont il nous accompagne. J'en parle peu, mais ma mère aussi, elle nous apporte aussi beaucoup aujourd'hui. Mon père, plus il avance dans l'âge et plus il s'ouvre et plus il répète à tout le monde qu'il est fier que ce soit moi parce que c'est moi qui lui ressemble le plus et qu'en fait, oui, il se rend compte que la continuité est là, même s'il n'y a pas le fameux garçon dans la famille. Elle est puissante comme un extra brut en fait, ça part dans tous les sens, c'est pas rangé comme un millésime. Un millésime c'est rangé, on sait sur quoi on va tomber, un extra brut on sait pas. Nous formons un clan, une entité solide et soudée. C'est comme une boucle qui se termine et au final on se dit qu'on revient toujours à nos racines et à nos sources en fait. Même si j'ai voulu le renier, au final c'est revenu en fait. C'est pas prêt? Alors, mais c'est quoi ça? Allez, on commence. Un travail aussi à faire en amont. À tes souhaits. En fait, le soleil me fait éternuer. Ça s'attrape pas. Très bien la prochaine fois, pardon. Quand tu veux. Moi, je crie dès que ça pète, hein. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On leur en laisse ou on en Bah prend? non, on se finit la bouteille tranquille. De toute façon, En mangeant, on il fallait finit les sans le canard. oublier. Oui, c'est vrai, on les oublie. C'est parti sans moi. D'un coup, mon baptême de sabrage. Premier sabrage, by Fernand. Et pas si mal, hein, finalement. Wouhou! Ouais, même pas besoin d'un sabre. Tu veux dire que c'est les proutes des levures? C'est ça, c'est du pet de levure en fait, les bulles. Pour trouver la différence. Oui, le sommelier qui saurait dire ce petit goût de brioche, il vient du logo. Si jamais tu fais ça, ouais. C'était vraiment pas dans l'optique de reprendre en fait, c'était vraiment... il faut qu'il arrête de jouer avec la cafetière. Laurence. Tu vois le trou dans ma chaussure ou pas? Parce que j'avais pas prévu que ma chaussure soit filmée de près. Mais surtout là, ils souffrent, hein, ceux qui sont au cimetière. C'est tellement raide ici qu'ils sont même pas couchés, ils sont debout dans le cimetière. Fernand, bye bye Fernand. Ouais.